Bienvenue à tous, ceci est la leçon 4.2, poursuivant notre enseignement sur l'application des tendances saisonnières à l'analyse à plus long terme. Nous mettrons en lumière notre sujet sur les saisons, en mettant l'accent sur les saisons à la baisse et l'analyse à plus long terme, et notre marché d'études pour cet enseignement sera le dollar néo-zélandais, ou le kiwi. Lorsque nous avons examiné la leçon 4.1, nous avons étudié le dollar canadien et nous avons remarqué que, bien que les tendances saisonnières que je partage ici concernent l'utilisation du marché des contrats à terme, il est important de comprendre que la tendance saisonnière peut, si elle est haussière pour le graphique des tendances saisonnières à un moment donné de l'année, être haussière ou baissière pour une paire particulière, comme par exemple la paire USD-CAD que nous avons examinée. Dans la leçon 4.1, puisque la tendance saisonnière concerne le dollar canadien, nous examinons un moment où la tendance saisonnière du dollar canadien pour le contrat à terme serait haussière, mais elle serait baissière pour la paire USD-CAD, car elle serait inversée. Cela peut sembler un peu compliqué pour quelqu'un qui se précipite à travers cette leçon, mais nous allons parler d'une monnaie cette fois-ci qui va bouger essentiellement en tandem avec ce que vous vous attendez à voir dans le graphique des tendances saisonnières. Nous examinons le kiwi, ou le dollar néo-zélandais, qui est une monnaie de matière première, ce qui signifie que la monnaie est négociée comme un marché à terme. Cet enseignement va également approfondir la compréhension des tendances saisonnières et comment je les utilise. J'ai réussi à prédire des mouvements de prix assez importants sur le marché en utilisant des graphiques à plus long terme, et beaucoup d'entre vous l'ont vu sur YouTube ou dans ce mentorat. Tout cela découle des enseignements que je donne dans ces deux leçons, 4.1 et 4.2. La façon dont nous allons aborder les tendances saisonnières dans cet enseignement consiste à appliquer les tendances à la baisse, mais nous allons aussi passer à la manière dont cela nous aide à nous synchroniser avec, espérons-le, un changement trimestriel sur le marché, ce qui est l'objectif du trading de position ou du trading à long terme tel que je le comprends et l'enseigne. Les mouvements puissants qui se produisent sur ces graphiques à plus long terme, mensuels, hebdomadaires et quotidiens, se chiffrent en centaines de pips pour le marché des changes. Il est donc dans votre intérêt d'examiner ce marché sur ces graphiques à plus long terme, car quelle que soit la nature de votre trade, si vous pouvez utiliser les tendances saisonnières comme une carte routière, c'est comme connaître la direction la plus probable à certaines périodes de l'année pour certaines monnaies ou marchés. Ce n'est pas limité uniquement aux devises étrangères ou aux monnaies, en réalité, il n'y a pas de limite réelle. Je veux dire, tout a une tendance saisonnière, mais vous devez l'étudier et passer par un long processus de compilation de toutes ces données pour en arriver à un résultat qui mettrait en évidence une tendance saisonnière où elle se trouve le plus souvent. Si vous regardez ce graphique ici, vous pouvez clairement voir qu'il y a des moments où le prix se situe généralement sur la ligne bleue et sur la ligne rouge. Le graphique compare une longue période de temps représentée par la ligne bleue et une période plus courte de données. Lorsque les deux se déplacent dans la même direction, en d'autres termes, qu'ils se déplacent essentiellement dans la même direction à la hausse ou à la baisse à un moment donné, cela met en évidence une forte probabilité de tendance saisonnière. Maintenant, lorsque cela devient confus et chaotique, cela rend la tendance saisonnière un peu moins probable. Mais en examinant rapidement ce graphique, il devrait être évident pour vous à quel moment de l'année une baisse significative des prix est attendue et quand il devrait y avoir une augmentation significative des prix pour le dollar néo-zélandais. Zoomons et examinons de plus près, nous allons décomposer cela en détails concrets. Nous avons le même graphique maintenant, mais zoomé, et je tiens à souligner quelques points. Alors que nous cherchons à identifier les conditions qui pourraient entraîner un changement trimestriel, autrement dit un mouvement qui peut prendre 2 à 3 mois pour se déployer,
Nous utilisons ces graphiques à plus long terme pour essayer de cibler une zone où nous pouvons capturer plusieurs centaines de pips dans un trade à long terme ou chercher des idées pour nous aligner sur la mentalité institutionnelle concernant la direction du marché sur ces graphiques à plus long terme. Puisque ce sont les entités intelligentes de l'argent qui font évoluer les prix sur ces graphiques à plus long terme, nous savons qu'il y a une forte probabilité qu'à certaines périodes de l'année ou avec certaines tendances, le marché soit en hausse ou en baisse, et cela s'est manifesté sur un grand échantillon de données. La ligne bleue ici pour le kiwi représente 19 années de données, tandis que la ligne rouge représente 15 années de données, et tout ce qu'elles font, c'est comparer 15 années de données avec 19 années de données. Les tendances saisonnières sont à peu près verrouillées en tandem, et vous pouvez voir que c'est à peu près la même situation tout le temps, car il est négocié en contrat de mars, de juin, de septembre, et ainsi de suite. Les contrats de décembre sont les mois de livraison des contrats à terme, en d'autres termes, ce sont les mois pendant lesquels vous achèteriez ou vendriez si vous prévoyez de trader. Comme vous pouvez le voir, le contrat de juin a la tendance la plus forte à la hausse et à la baisse, tout au long du même mois de contrat, du premier jour de négociation au dernier jour de négociation avant l'expiration du contrat. Ensuite, le contrat de décembre a une tendance très forte à la hausse tard dans l'année, et en comprenant cela, il est assez évident que si vous envisagez de trader le kiwi, vous devez vous concentrer sur le contrat de juin et le contrat de décembre. C'est la puissance de la compréhension de ces tendances saisonnières. Cela ne signifie pas que le contrat de mars ne verra pas des mouvements spécifiques qui préparent les mouvements que nous observons dans les contrats de juin et de décembre, ou que nous ne verrons pas des choses dans le contrat de septembre qui conduiront au mois de décembre comme nous le voyons dans la tendance saisonnière. Encore une fois, ce ne sont pas des solutions miracles, ce ne sont pas des formules magiques, mais ce sont des cartes routières montrant ce que le prix a fait par le passé, année après année, en compilant les données. Nous pouvons voir que ces mois de livraison des contrats agissent de cette manière sur un échantillon important de données. Cela se produira-t-il chaque année sans exception? Absolument pas. En fait, je suis remonté jusqu'en 2007 et nous allons examiner chaque année de 2007 à maintenant pour voir quelle influence ont eu ces tendances saisonnières et comment elles nous auraient aidés, disons-le ainsi. Nous pouvons revenir dans le temps et voir comment, hypothétiquement, en sachant ces informations à l'époque, nous aurions pu les utiliser pour nous aligner sur un changement trimestriel, où cela aurait pu être une opportunité de trading unique en soi. Comme nous nous concentrons principalement sur les conditions baissières, nous chercherons des zones où le marché est le plus susceptible de connaître une baisse significative des prix. Nous pouvons donc revenir dans le temps et examiner les années comme nous le ferons maintenant pour renforcer notre confiance dans le fait que ces tendances saisonnières se maintiennent effectivement sur une longue période. Encore une fois, nous examinons environ 9 ans de données de tendance saisonnière pour le contrat à terme sur le dollar néo-zélandais. Cela ne signifie pas que vous verrez le même type de mouvement dollar pour dollar, pip pour pip, sur le marché d'échange, mais dans l'ensemble, ils se déplaceront généralement dans la même direction. J'ai cela comme point de référence lorsque nous aborderons cette question, car je ne cherche pas à forcer une correspondance parfaite entre les mouvements dans les contrats à terme et sur le marché d'échange. Il y aura une légère différence entre les deux, mais dans l'ensemble, vous verrez qu'ils se déplacent généralement dans la même direction. Donc, si nous examinons cela avec un esprit lucide et comprenons qu'il existe des opportunités de vente pour le kiwi, des conditions à forte probabilité à certains moments de l'année où il se positionne pour une chute avec une forte tendance saisonnière et historique, nous allons nous concentrer sur la manière dont nous pouvons utiliser ces idées baissières pour nous aligner sur un changement trimestriel aussi à long terme. Vous vous dites probablement, attendez une minute, Michael. Tu sors des clous. Nous devons parler des tendances saisonnières baissières, oui. L'enseignement consiste vraiment à comprendre comment utiliser ces tendances saisonnières baissières, pas seulement de manière étroite et en se concentrant uniquement sur la vente à découvert. Nous devons être capables de comprendre que cette opportunité de vente à découvert peut nous conduire à un mouvement trimestriel sur ces graphiques à plus long terme. Alors que nous pouvons envisager une baisse, nous devons être conscients qu'il y a certains moments de l'année où le kiwi a une propension naturelle à augmenter. Regardons quelques exemples.
Il y a évidemment celui que j'aime bien, c'est de mi-février à mi-mars, un moment très significatif où l'on peut voir un mouvement intéressant entre la ligne rouge et la ligne bleue, ce qui signifie la tendance saisonnière de 19 ans et la tendance saisonnière de 15 ans. Et je vous rappelle encore une fois que cela prend 19 ans de données de prix année après année pour voir ce que ces mois ont livré en termes de prix. Vous pouvez voir que pendant la période de mi-février à mi-mars, les lignes rouges et bleues montrent une forte tendance à la baisse du dollar néo-zélandais, et cela est très clair dans les données de 19 ans et de 15 ans. Si les deux lignes se déplacent en sens contraire, ce n'est probablement pas un bon moment pour être acheteur ou vendeur, mais lorsque les deux se déplacent dans la même direction et qu'il s'agit d'une variation de prix importante, comme nous le voyons ici dans la zone ombrée, il y a de bonnes chances, à mon avis, de voir une baisse. La deuxième à noter est que si nous descendons jusqu'à mi-mars et en avril, le marché a tendance à avoir une forte hausse à ce moment-là et elle se poursuit jusqu'à environ mai. Les compilations des tendances saisonnières de 19 ans et de 15 ans montrent qu'elle atteint effectivement un sommet en mai, puis elle redescend, ce qui nous donne une autre tendance saisonnière baissière, puis nous avons une période de consolidation autour du mois de juin jusqu'en juillet, mais elle atteint un autre creux saisonnier vers juin et juillet et elle repart à la hausse, puis elle redescend vers mi-août jusqu'en octobre. Mais regardez ce qui se passe en septembre et octobre, elle a généralement tendance à monter. Mais une grande quantité d'achats dans votre champ de vision en tant que trader. Vous envisagez d'acheter du kiwi autour de cette période de septembre-octobre. Maintenant, lorsque nous utilisons les tendances saisonnières, la manière dont nous voulons les utiliser est limitée à ce que sont les conditions actuelles du marché. Nous n'allons pas sur nos graphiques en forçant la tendance saisonnière, par exemple, nous ne forçons pas l'idée que le kiwi doit atteindre un sommet en mai, donc nous allons vendre en mai et simplement attendre que juin et juillet arrivent pour empocher notre argent. Ce n'est pas ce que nous disons ici. Ce que je veux que vous focalisiez, c'est que si cette tendance saisonnière est en réalité vraie, et je crois qu'elle montre sa validité ici, l'idée est de savoir s'il y a quelque chose sur le plan technique dans les prix qui soutiendrait cette tendance saisonnière. Sommes-nous dans un marché baissier? Avons-nous atteint un ancien sommet? Avons-nous vu une rupture de la structure du marché? Avons-nous en fait progressé au cours des 2 ou 3 derniers mois et sommes-nous susceptibles de connaître une baisse en raison d'un marché excessivement haussier, et peut-être anticiperions-nous une dégradation sur le marché, puis nous pourrions prendre une position courte ou nous préparer à un mouvement baissier. Il s'agit donc d'aligner les conditions actuelles du marché. Ce n'est pas simplement prendre cette information, l'appliquer sur le marché et devenir riche. C'est prendre ces idées lorsque le marché a une forte tendance à bouger d'un côté ou de l'autre à un moment donné de l'année, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il y a plusieurs autres opportunités que vous pouvez exploiter. Vous n'avez pas besoin d'être un trader de position à long terme, ce sur quoi je me concentre ici, en utilisant les mouvements baissiers. Et vous pouvez voir qu'il y a une baisse typique au début de janvier qui descend jusqu'en février, une autre baisse vers la mi-juin jusqu'à la première ou la deuxième semaine de juillet, où les lignes bleues et rouges sont d'accord avec cela, puis vous voyez une autre baisse autour de la mi-août jusqu'à la période de septembre-octobre où elle atteint un creux, mais il y a un petit mouvement court terme qui chute vers la mi-septembre jusqu'en octobre, c'est celui qui généralement prépare une très forte opportunité d'achat.
Donc, si nous allons être des traders de changement trimestriel en utilisant ces tendances saisonnières, et que nous sommes en position courte vers cette période, soyons simplement conscients qu'en général, septembre-octobre a une forte tendance à la hausse pour le kiwi. Maintenant, revenons en arrière et ayons également une vue contrastante, car nous nous concentrons sur diverses tendances saisonnières et nous les utilisons dans une analyse à plus long terme. Nous pouvons prendre toutes ces idées baissières et les traders respectivement, ou nous pouvons aller sur le marché et dire « D'accord, je vais anticiper ces tendances saisonnières baissières, je ne vais pas les traders, je vais les anticiper », en espérant qu'ils me montrent les signes que le marché est en train de descendre vers les scénarios haussiers trimestriels, que je pourrais acheter. Nous pouvons utiliser les tendances saisonnières baissières pour traders, ou nous pouvons les utiliser comme des guides pour nous mener vers la prochaine opportunité de trading qui serait un changement trimestriel. Cette formation va vous montrer les deux. Nous allons remonter jusqu'en 2007 pour arriver jusqu'à 2016. Mais si vous êtes un trader haussier sur le kiwi et que nous cherchons des changements trimestriels haussiers, ils se produisent généralement en mars-avril, ce qui correspond généralement à un creux. Prenez note de cela, car lorsque nous examinerons chaque année, je veux que vous gardiez ces points de référence à l'esprit. Nous nous concentrons sur les baisses entre mi-février et mi-mars, et nous nous concentrons sur les baisses en mai, qui se poursuivent en juin et juillet. Mais principalement, nous regardons comment ces mouvements pourraient créer des conditions haussières pour des changements trimestriels. Le premier que nous observons est qu'il prépare un mouvement entre mars et avril pour un creux trimestriel. Ensuite, il y a le creux en juin-juillet où vous pouvez vous attendre à ce qu'un creux saisonnier se forme pour ce trimestre, ce qui vous permet d'acheter. Enfin, il y a septembre à octobre, qui donne une forte tendance à l'achat. Donc, réfléchissez à cela un instant. Je viens de vous expliquer la vue d'ensemble générale de ce que fait généralement le dollar néo-zélandais sur une période de 12 mois. Vous ne faites probablement pas attention maintenant, vous n'avez probablement pas compris, et vous n'avez pas assimilé cela. Si vous êtes un nouveau trader, cela vous dépasse probablement. Mais réfléchissez à ce que nous venons de faire. Nous avons tracé une vue d'ensemble macroéconomique de ce que fait généralement le dollar néo-zélandais sur une période de 12 mois. Il y a des tendances saisonnières qui évoluent dans le marché, et en fonction des conditions du marché à un moment donné ou d'une année donnée, une tendance saisonnière l'emportera sur une autre. Si nous sommes dans un marché haussier, évidemment les périodes de mars-avril, juin-juillet et septembre-octobre seront d'excellentes opportunités d'achat. Si nous sommes dans un marché baissier, cela signifie que mi-février à mi-mars sera une excellente période de vente, tout comme mai, et août en septembre donnera des points faibles pour vendre. Il y a aussi une opportunité d'achat supplémentaire ici que je n'ai pas mise en évidence avec une flèche, mais c'est la dernière semaine de novembre jusqu'à la première semaine de décembre, c'est également une jolie opportunité d'achat. Donc, dans vos notes, au fur et à mesure que nous parcourons ces diapositives, vous pourrez bien sûr y revenir après avoir regardé la vidéo. Mais, à mesure que nous passons d'une année à l'autre, soyez conscients que les périodes de mars, avril, juin, juillet, septembre et octobre sont de très fortes opportunités d'achat lorsque le marché est haussier. Lorsque le marché n'est pas haussier, nous pouvons nous concentrer principalement sur les ventes, en cherchant des scénarios de vente autour de la période de février à mars, et en mai jusqu'en juin pour les baisses, et en août jusqu'en septembre, nous pouvons trouver des points faibles à vendre. Alors, entrons dans notre première année et commençons à examiner cela de plus près, en utilisant de vrais exemples pour voir si cela apparaît réellement sur les graphiques. D'accord, ici, vous pouvez voir qu'il s'agit de l'année 2007. Ce que je montre, c'est décembre de l'année précédente, 2006, jusqu'au 1er janvier de l'année suivante. Ainsi, nous obtenons toute l'année dans chaque diapositive que nous présentons. Il s'agit du graphique des prix de l'année 2007, et ici, nous avons la période de mi-février à mars, cette faiblesse que nous nous attendons à voir dans un scénario baissier. Et remarquez aussi que nous avons également une petite baisse ici en mai, les deux tendances saisonnières, contrairement au mouvement plus important. Il y a donc plusieurs centaines de pips de baisse ici, mais remarquez aussi que ces baisses que nous attendions dans le marché baissier ont préparé des opportunités. Souvenez-vous, nous avons la période de mars-avril pour des scénarios haussiers ou des tendances haussières attendues pour les tendances à la hausse, puis juin-juillet et septembre-octobre.
Ne les voyez-vous pas se produire ici? Nous avons la période de mars-avril qui crée un point bas et observez la montée significative qui s'ensuit, de plusieurs centaines de pips. Ensuite, nous avons la baisse de mai-juin. Mai-juin commence une reprise qui nous amène jusqu'au niveau de 81, une énorme hausse. Ensuite, nous avons une autre opportunité où le marché chute et se négocie en septembre. C'est là que nous voyons la tendance saisonnière de septembre-octobre à la hausse. Donc, alors que nous nous concentrons sur les tendances saisonnières à la baisse, les autres tendances saisonnières dont nous avons parlé en commençant cette leçon étaient basées sur le graphique de tendance saisonnière. Toutes les tendances saisonnières auront une certaine influence. Encore une fois, en gardant à l'esprit les conditions actuelles du marché à cette époque-là, cela vous sera utile. Nous n'essayons pas d'ajuster simplement une tendance saisonnière au prix, nous recherchons des indices pour justifier pourquoi ce scénario aurait plus de chances de se produire que l'autre. En d'autres termes, est-il préférable d'acheter en suivant la tendance saisonnière haussière ou de vendre en suivant la tendance saisonnière baissière? Parfois, les années se combinent, où le mouvement baissier conduit au mouvement haussier, et le mouvement haussier conduit au mouvement baissier. C'est une symétrie de marché parfaite, et cela se produit rarement, mais parfois, au cours de mes plus de 23 ans d'expérience, j'ai vu quelques cas étonnants. Mais passons à la prochaine année pour le kiwi. Voici l'année 2008 pour le kiwi, et évidemment, tout le monde se souvient de ce qui s'est passé en 2008. Le marché s'est effondré en raison de la crise financière. Nous avons la période de mi-février à mi-mars qui a marqué le sommet réel du kiwi, puis nous avons eu le mois de mai qui a créé un autre sommet, suivi d'une baisse. Et remarquez que, puisque nous étions tous totalement baissiers sur toutes les devises étrangères, le kiwi n'a pas fait exception ici, il a suivi la tendance baissière tout au long de l'année. Vous devez également garder cela à l'esprit, il y aura des événements macroéconomiques plus importants qui prendront le pas sur n'importe quel effet trimestriel à court terme que vous pourriez attendre, même si c'est une tendance saisonnière qui perdure sur une longue période. Vous aurez toujours ces scénarios inattendus où les choses ne se dérouleront pas comme prévu. En 2009, nous pouvons voir la baisse entre mi-février et mars, avec une baisse de 600 pips. Nous n'avons pas eu de baisse significative du côté baissier en mai, mais en contraste, en gardant à l'esprit comment nous utilisons ces tendances saisonnières baissières, celle qui a chuté en février et mars nous a conduit à la période haussière de mars-avril, qui a été une très forte opportunité d'achat. Ensuite, nous avons eu le mois de juin-juillet, une consolidation, et juillet nous a envoyé plus haut à la fin de l'automne en octobre. Septembre et octobre ont simplement continué cette tendance. En 2010, nous pouvons voir que pour le kiwi, nous avons eu essentiellement un marché plat de mi-février à mars, rien de haussier, rien de baissier, mais nous avons une autre baisse en mai. Regardez combien de pips cette baisse a généré, environ 700 pips de baisse au mois de mai. Mais encore une fois, cette baisse de mai a préparé la tendance haussière de juin-juillet qui a pris de l'ampleur et a fait monter les prix. Et nous avons également vu qu'il y avait un scénario pour la période baissière d'août à octobre. En août, nous avons connu une légère baisse qui avait une petite tendance saisonnière à la baisse. Si vous revenez en arrière et regardez la diapositive, tout ce qui s'est passé, c'est un retracement vers une bougie baissière, qui est un bloc de vente, dans une tendance haussière. Et le marché a rebondi à partir du niveau des 70,00 points pour atteindre les 79,50 points, soit 950 pips. Il a rebondi en retrouvant une zone où il y avait une forte présence institutionnelle, ce qui nous a donné une tendance haussière. Ensuite, nous avons eu la période de septembre à octobre qui nous a donné la dernière impulsion à la hausse, passant de 74,00 à 79,50, soit 550 pips supplémentaires,
en utilisant les tendances saisonnières comme guide. En 2011, vous pouvez voir que nous avons connu un déclin mi-février à mi-mars, avec une belle baisse. Mais cela nous a conduit à la tendance saisonnière haussière de mars-avril, qui a été très fructueuse, comme en témoigne la forte hausse des prix à partir de cette période. Ensuite, nous avons eu une petite baisse en mai, comme prévu, d'environ 350 pips. Cependant, cette baisse nous a ramenés au niveau de résistance précédent en janvier, qui sont devenus un support. Le marché a créé cet retracement en mai pour préparer une nouvelle hausse. En juin et juillet, nous avons eu un point bas saisonnier, à partir d'une bougie précédemment baissière, qui était un bloc d'achat haussier, autour du niveau de 80,00 points. Le marché a ensuite grimpé jusqu'à 88,00 points, soit 800 pips, en utilisant la tendance saisonnière qui avait vu une baisse en mai, puis une forte reprise. En septembre et octobre, nous avons connu une fluctuation de 7500 à 8200, soit 700 pips. En 2012, nous avons eu une baisse mi-février à mi-mars, d'environ 400 pips. En mai, nous avons connu une baisse significative, avec une chute de près de 800 pips. Cette baisse nous a conduit au point bas saisonnier de juin, où nous attendions une hausse, et le marché est monté de 7500 à 8450, soit une hausse massive. En 2013, nous avons connu une baisse en mi-février à mi-mars, avec plusieurs centaines de pips de baisse, suivie d'une autre baisse en mai, qui nous a conduit à un point bas saisonnier en juin-juillet, suivi d'une hausse des prix. En 2014, il n'y a pas eu de tendance baissière en février-mars, car le marché était en consolidation et a ensuite rebondi à la hausse. En mai, il y a eu un léger retracement qui a conduit à une hausse en juin, avec un sommet à 88,00 points. En août, il y a eu une autre opportunité de vente, entraînant une baisse jusqu'en octobre. Regardez la tendance saisonnière, en particulier de la première à la deuxième semaine d'août, jusqu'à octobre, et vous pouvez voir que la tendance saisonnière a influencé ce marché. D'accord, en 2015, vous pouvez voir que nous avons connu une légère baisse en mi-février à mi-mars, puis une nouvelle baisse en mai selon la tendance saisonnière. En juin et juillet, le marché est resté faible, ce qui nous a conduit à la prochaine tendance haussière, qui est le décalage trimestriel prévu pour être haussier en septembre et octobre. Cela nous a donné une belle hausse, passant de 60,50 à presque 68,50, voire 69. Pour 2016, nous avons eu une consolidation inchangée, rien ne s'est passé en mi-février à mi-mars. En mai, nous avons connu une baisse, suivie d'un rebond depuis d'anciens blocs d'achat haussiers, créant un nouveau sommet à 74,50. Il est passé de la baisse de mai à la semaine avant juin, rebondissant depuis le niveau de 67,00 pour atteindre presque 75,00. Des mouvements de prix plutôt significatifs. En conclusion, je veux que vous réfléchissiez à la façon dont ces idées conduisent à une idée de roadmap sur où les prix devraient aller en général, et quand vous devez vous concentrer sur des mouvements de prix très significatifs, et quand ces mouvements se produisent généralement. C'est une chose de dire, d'accord,
je peux voir quand un indicateur montre une divergence baissière et qu'il devrait nous donner un signal de vente, ou du moins suggérer une consolidation dans une forte tendance à la hausse. Nous pouvons comprendre cela. Mais cela ne nous dit pas vraiment quand la divergence devrait se produire. Les tendances saisonnières nous indiquent un élément temporel spécifique qui échappe à la plupart des gens qui ne les utilisent pas. La plupart des traders n'ont même pas conscience de leur existence. Maintenant, parce que vous y avez été exposé avec beaucoup plus de détails, bien plus que ce que nous avons vu lorsque j'enseignais dans la zone de tutoriel gratuit, nous pouvons voir comment nous combinons ces deux idées, le temps et le prix, avec les décalages trimestriels et les tendances saisonnières. Il y a une forte tendance pour le marché à réagir lorsque plusieurs facteurs se rejoignent, par exemple, si une tendance saisonnière suggère des prix haussiers alors que le marché est déjà enclin à monter en raison d'une tendance haussière, et que c'est aussi l'heure où le marché a tendance à être haussier. Et que les taux d'intérêt soutiennent cette idée et que l'indice du dollar également. Lorsque tous ces éléments convergent, ils se marient pour créer une magnifique toile où vous verrez un résultat profitable dans votre analyse. Tant que vous vous en tenez à ce type de trade, vous vous en sortirez très bien. Vous n'avez pas besoin d'un grand nombre de trades tout au long de l'année, et remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de chevauchements entre ce que nous avons montré jusqu'à présent. Certaines paires de devises ont certaines tendances saisonnières, mais dans l'ensemble, elles vont toutes s'aligner avec l'indice du dollar, et nous aurons une leçon 4.3 sur les tendances saisonnières où je vous montrerai la tendance saisonnière de l'indice du dollar et nous l'appliquerons également à d'autres études. Mais pour l'instant, je veux que vous soyez encouragés. Je ne veux pas que vous soyez si excités que vous ayez l'impression d'avoir gagné à la loterie. Cependant, ces tendances saisonnières sont très puissantes, et lorsqu'elles sont utilisées dans le bon contexte, elles conduisent à une perspective d'analyse que la plupart ne seront pas en mesure d'atteindre. Tout le monde se contente généralement de regarder l'action des prix, mais si vous regardez ce que le prix a fait historiquement, et osez-je dire, avec le recul, c'est une mine d'informations car cela vous conduit à comprendre ce qui devrait se produire, et cela montre qu'il y a effectivement de la manipulation sur le marché, mais dans l'ensemble, ces marchés suivent un certain scénario et se répètent encore et encore. Et si quelque chose vient perturber le marché qui, sinon, serait une période baissière de l'année, mais qu'il présente quelque chose de haussier, par exemple, regardez ce que nous voyons ici de mi-février à mi-mars, nous ne voyons pas de tendance baissière, nous voyons de la consolidation, et le marché s'envole et baisse en mai, mais il ne descend qu'à la zone de consolidation médiane, soit environ 67,00, puis il crée un autre rebond à la hausse. Si vous vous souvenez de toute l'année 2016, je disais à tout le monde que le dollar néo-zélandais allait monter, il était relativement fort, tout comme le dollar australien, ces deux devises étaient celles qui se sont le plus renforcées en 2016 alors que toutes les autres paires baissaient par rapport à la force du dollar. Remarquez également que nous avions cette baisse comme une idée baissière à court terme en janvier, et elle se matérialise ici aussi. Pensez à cela si vous êtes un des traders, si vous êtes un trader à court terme. Vous pouvez utiliser ces idées pour vous synchroniser avec des trades de position à long terme sur ces tendances saisonnières à plus long terme. Vous serez capable de combiner toutes ces choses une fois que vous aurez terminé ce mentorat. Vous pourrez analyser n'importe quel marché, analyser n'importe quelle classe d'actifs et savoir immédiatement s'il y a une opportunité ou non. En ayant une tendance saisonnière dans votre boîte à outils, cela vous indiquera quand vous devriez chercher quelque chose qui joue vraiment en votre faveur pour bouger, car saisonnièrement et historiquement, il y a des moments où cette paire de devises particulières réalise des mouvements de prix significatifs, et si nous pouvons nous concentrer sur le trading à ces moments-là. À travers ces configurations et ces cadres temporels, nous sommes essentiellement en train de cadrer des configurations à haute probabilité. Vous n'obtiendrez pas des gains parfaits, mais vous disposerez de conditions à haute probabilité ou même si vous utilisez ceci comme un outil de tendance directionnelle, cela vous aidera dans tous les aspects de votre trading, quel que soit votre style de trading, que ce soit le swing trading, le trading à court terme, le day trading ou le scalping.
Jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et de bonnes opérations.